À partir de 2008, là c'est le contexte de la crise financière en Europe et aux États-Unis et le haut cours des matières premières agricoles qui va entraîner une nouvelle vague d'arrivée d'investisseurs qui usuellement plaçaient plutôt leurs capitaux en bourse. Et ces investissements vont là aussi prendre plusieurs formes en fonction de l'atteinte de rentabilité de ces placements de capitaux et de la prise de risque que sont prêts à prendre ces possesseurs de capitaux. On va avoir d'abord des fonds d'investissement foncier qui vont acheter de grandes propriétés dans les régions au foncier moins cher, dont Ancina, plutôt lors de transmission d'exploitation. L'objectif, c'est le placement et la production sur les terres, avec la maximisation de la production de soja sur la base d'équipements qui va être acheté en propriété. Les poules de culture dont on vient de parler vont quant à eux procéder à des ouvertures de capitaux pour financer en fait leur expansion vers des régions au foncier moins facilement cultivables, moins propices aux grandes cultures. Ça va devenir des entreprises internationales en fait. Des groupes internationaux du grain vont s'installer dans le pays et y développer le négoce tout en participant à l'ouverture de capital des poules de culture. Donc pour illustrer un peu ces formes productives-là, j'ai choisi de vous faire un peu un portrait de deux entreprises. Donc El Tejar, c'est une entreprise qui est d'origine argentine, qui est arrivée en Uruguay en 2004. Sa croissance a ensuite été assez importante, de 70% entre 2003 et 2010. En 2009, elle a opéré une ouverture de capital pour financer donc l'expansion sur de nouvelles surfaces. Et donc ça a été l'occasion pour des fonds de pension américains et canadiens et pour l'entreprise Cargill, qui est un des 4 négociants principaux de grains au niveau mondial, d'entrer au capital de cette entreprise en fait. Quand El Tejar était en Uruguay, elle produisait du soja sur plus de 90% des surfaces qu'elle exploitait via des contrats de 1 à 3 ans. Et alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, cette entreprise n'est plus présente en Uruguay. Elle a vendu l'ensemble de ses actifs en 2014. Je voulais aussi vous parler du principal fonds d'investissement foncier qui s'est installé en Uruguay, qui s'appelle Union Agriculture Group, qui est arrivé en 2008 via l'achat de 8000 hectares et a très rapidement grossi. Donc en 2011, il possédait à peu près 90 000 hectares en propriété, exploités à 100% en faire valoir direct. L'entreprise atteint aujourd'hui l'exploitation de 180 000 hectares, dont 130 000 en propriété et 50 000 en location. Aujourd'hui, ça représente, cette entreprise exploite 1,13% de la SAU du pays. Donc cette vague d'investissement, elle va aussi entraîner une différenciation économique et sociale, mais là plutôt dans des régions du coup au foncier moins propices à la mise en place de grandes cultures, telles que la région d'Ancina, qui est celle qui est au centre du pays. La différence en fait avec la région précédente, c'est que la part de terres cultivables étant moindre, les propriétaires terriens existants ne vont mettre en location qu'une partie de leurs terres aux poules de culture, et demander à ces poules de culture la mise en place de cultures fourragères dans les rotations et s'appuyer sur ces cultures fourragères pour modifier leur système d'élevage. Donc selon la part que les surfaces d'interfluves cultivables vont prendre dans leur propriété et du coup la part de surface de cultures fourragères qu'ils vont pouvoir avoir dans leur exploitation, certains vont opérer une spécialisation vers l'engraissement avec une baisse de l'âge d'abattage des bovins à 3 ans et d'autres vont rester netteurs engraisseurs mais améliorer le taux de fertilité des troupeaux et diminuer également l'âge d'abattage. Donc l'ensemble en fait, cet accès à cette sorte d'interaction avec les poules de culture, ça va leur permettre de mieux répondre aux demandes des abattoirs et d'avoir un prix plus rémunérateur de vente de leurs animaux. Les riziculteurs présents ne sont par contre, eux, pas concurrencés sur les terres. Au niveau des salariés ruraux, ce qu'il faut savoir, c'est que les entreprises qui mettent en culture les terres pour les poules de culture viennent en quasi-totalité de l'ouest du pays. Donc le marché du travail ne va pas connaître un développement dans cette région. Les salariés ruraux qui étaient plutôt spécialisés dans l'élevage vont être assez peu impactés dans un premier temps. Alors, à partir de 2011, ce contexte de prix fort qui a entraîné de si importants bouleversements va être modifié, puisque le prix du soja sur les marchés internationaux va être divisé par 1,6 en 3 ans. La politique de conquête de marchés de viande de qualité et la bonne valorisation des viandes bovines uruguayennes à l'export va être maintenue. Cela a lieu alors que le prix du foncier continue à augmenter,
et que le gouvernement met en place des politiques sociales et environnementales plus contraignantes, notamment le contrôle des conditions de travail et la revalorisation des salaires des ouvriers, et une loi de protection des sols contre l'érosion qui va obliger à la mise en place de rotation et limiter la monoculture de soja ou la double culture soja-blé sur les terres, qui était la norme jusqu'ici. Ça va donc avoir une influence sur le comportement des investisseurs selon leur nature et selon le type de placement effectué. Les grands pools de culture internationaux vont fortement diminuer leur surface pour se concentrer d'abord sur les meilleures terres auxquelles ils ont accès, les mieux placées, comme dans la région de Jung, où ils vont se retirer complètement du pays, comme on l'a vu progressivement pour El Tejar. Cela va amener donc à une recomposition des systèmes agraires autour des surfaces de culture laissées libres et d'une recherche d'une meilleure valorisation possible de l'activité de production de viande bovine. Pour les possesseurs de capitaux locaux, un meilleur placement possible de leurs capitaux dans à la fois la culture du soja et la viande bovine. Donc ils vont prendre la place en fait des capitaux internationaux qui vont se retirer. Donc des pools de culture locaux du coup vont se développer sur le même modèle que ce qu'on a vu précédemment, mais avec des investisseurs nationaux le plus souvent et sur des surfaces moindres. Les propriétaires rentiers, nationaux ou argentins, qui louaient en totalité, la totalité de leur propriété aux grands pools de culture, vont du coup chercher à louer leurs terres cultivables à ces pools locaux ou à des cultivateurs. Les propriétaires terriens vont aussi commencer à participer en tant que fournisseurs de terres et parfois de capitaux à des pools d'élevage, c'est-à-dire des sociétés d'engraissement, qui vont être initiées par des négociants en bétail sur les terres non cultivables, notamment pour l'engraissement de vaches de réforme et de bœufs. Donc là aussi avec un objectif de placement court terme et de rotation rapide des capitaux. Et les polyculteurs-éleveurs vont quant à eux redynamiser l'engraissement en mettant en place des unités de finition permanentes ou temporaires, utilisées en fonction du rapport entre cours de la viande et cours des produits végétaux. Donc ça va demander dans l'ensemble de nouvelles compétences en élevage. Si on calcule le niveau du taux de rentabilité interne des capitaux placés dans des formes productives de type pool de culture, on illustre bien ce mouvement puisqu'on voit l'effondrement du niveau de TRI, des pools de culture locaux et internationaux, avec la baisse des cours du soja entre la campagne 2013-2014 où il était à 470 $ la tonne et la campagne 2014-2015 où il était à 365 $ la tonne. Dans une région moins propice aux grandes cultures comme celle d'Ancina, la recomposition qui a suivi le départ des pools de culture internationaux va viser plutôt au maintien du lien qui s'était créé entre des acteurs qui mettent en culture les terres et les propriétaires éleveurs. Du coup, les éleveurs qui s'étaient spécialisés dans l'engraissement vont s'appuyer soit sur les riziculteurs, soit sur des cultivateurs de l'ouest du pays pour mettre en culture leurs terres, ou ils vont faire appel à des possesseurs de matériel agricole pour mettre en culture leurs terres sur fonds propres et maintenir du coup cette rotation avec des cultures fourragères et le système d'engraissement qu'ils avaient mis en place. Les éleveurs plutôt naisseurs-engraisseurs qui du coup avaient une part de surface fourragère moindre vont investir dans du petit matériel de culture pour être indépendants et entretenir eux-mêmes leur surface fourragère. Et les fonds d'investissement foncier qui avaient orienté leur système de culture, leur système de production, de manière à maximiser la production de soja vont du coup la réorienter avec une plus grande importance de l'élevage et une limitation du soja aux terres les plus aptes où du coup la marge est suffisamment intéressante. Ils vont revendre l'ensemble de leur équipement, de l'équipement qu'ils avaient acheté et licencier du coup toute leur équipe de salariés en grande culture et ils vont revendre à une partie de ces salariés ce matériel et leur demander de devenir prestataires de services pour réaliser les opérations culturelles. Du côté des riziculteurs, ils vont pouvoir profiter en fait de la demande des propriétaires fonciers pour la mise en culture de terre et de la présence nouvelle dans la région de négociants en céréales qui vont du coup proposer des prêts de campagne pour maintenir un volume de production. Et donc ça va leur permettre en fait de se diversifier et d'ajouter au riz la culture de soja. Donc en fait ils vont prendre la place des pools de culture internationaux pour mettre en culture les terres. Et enfin pour les salariés agricoles, ça représente une importante modification des compétences demandées. Donc certains d'entre eux vont pouvoir les acquérir
mais d'autres vont devoir migrer. Si on observe les niveaux de valeur ajoutée nette par hectare réparactif des différents systèmes de production dont on vient de parler, on voit que donc, les cultivateurs s'en distinguent avec un niveau plus élevé de richesse créée. Par contre, ce sont aussi les plus sensibles à la variation des cours du soja. Et donc, le niveau du coup, de valeur ajoutée créée est en baisse. Bon, là, évidemment, c'est une projection qui est statique avec le prix du soja en 2014 à 470 $ la tonne. Mais il aurait fallu pouvoir savoir quelles ont été leurs décisions prises en 2015 avec une baisse de quasiment 100 $ la tonne pour pouvoir voir. J'ai choisi de ne pas faire de simulation parce que je pense que la forme même des systèmes de production va changer. Donc on peut en fait imaginer qu'il y a une recomposition encore plus forte des systèmes agraires qui a cours depuis 2 ans. Et parmi les éleveurs, du coup, les plus fortes valeurs ajoutées sont issues des systèmes qui se sont spécialisés dans l'engraissement. Pour conclure, le terme d'agrobusiness, ce qu'on voit, c'est qu'il recouvre vraiment une diversité de types de possesseurs de capitaux qui, avec des objectifs de rentabilité, un rôle, une nature différente. Et il est important en fait de comprendre cette diversité pour comprendre la manière dont se recomposent les systèmes agraires, notamment suite au départ des grands pôles de culture internationaux. Avec la baisse des cours du soja et l'augmentation du prix du foncier à l'achat et à la location, on observe du coup le retrait des possesseurs de capitaux les plus exigeants, ceux qui sont en attente d'une plus forte rentabilité, et ce qui illustre de fait la très faible résilience de ces formes productives et leur objectif complètement financier. Ce qu'on observe aussi, c'est la réorientation des systèmes de production des possesseurs de foncier et des investisseurs locaux vers l'engraissement bovin. On observe aussi du coup, le retour des agents locaux dans l'exploitation des terres, mais avec un seuil d'entrée dans la production qui s'est considérablement élevé. Donc les mécanismes intérieurs de différenciation ont explosé, les possibilités de reproduction des systèmes préexistants est complètement remise en cause, et voire de maintien dans la production de certains agents économiques. Le faire-valoir indirect a considérablement augmenté dans ces systèmes agraires. Les investissements dans le capital productif au sein des sociétés familiales d'élevage a aussi considérablement augmenté puisque cet investissement a pris la place de l'agrandissement en foncier. Ce qu'on voit aussi en termes de différenciation et de mécanismes qui se mettent en place, c'est que cette augmentation du prix du foncier à l'achat et à la location entraîne l'exclusion de l'accès au foncier des producteurs familiaux et des salariés ruraux, et une difficulté de transmission des sociétés familiales qui pourtant étaient auparavant les acteurs dominants. Les modes de financement de la production se sont fortement modifiés avec une circulation accrue de capitaux privés qui se basent en majeure partie en fait, sur des mécanismes d'intégration à l'amont ou à l'aval. Donc ça pose question sur la gouvernance des filières et aussi sur l'accaparement de valeurs au sein des filières. Et ensuite, donc les rapports de production avec la force de travail salariée sont en train de changer, à la fois par la baisse de sa disponibilité, mais aussi par les compétences nouvelles qui sont demandées et par les politiques sociales qui ont été mises en place par le gouvernement. Ça entraîne une modification des rapports de production dans laquelle la répartition de revenus a été préférée aussi à la répartition des ressources. De quel type d'accaparement parle-t-on ici ? On voit qu'il ne s'agit pas seulement d'une concentration du foncier dans un plus faible nombre d'unités de production. Il y a aussi un accaparement à la fois de l'augmentation de la valeur du foncier via son passage à un foncier cultivé, c'est-à-dire sa mise en valeur via la mise en culture. Cet accaparement de la valeur, elle est faite un peu par les fonds d'investissement foncier qui investissent et par aussi les grands propriétaires terriens, les plus gros propriétaires terriens qui sont devenus rentiers. Il y a aussi une forme d'accaparement par les pôles de culture de la rente différentielle issue de la mise en culture des terres de prairie pour la production de soja, puisque cette production elle s'est faite sur la base de terres avec un fort taux de matière organique et une faible pression adventice, donc finalement avec un moindre coût de production pour un soja qui lui est vendu au même prix. Donc, il y a une concentration de la valeur issue de la bonne valorisation des viandes uruguayennes sur les marchés mondiaux. Bonne valorisation qui s'est faite grâce à l'investissement de l'État dans un programme de traçabilité et de vaccination.
par des entreprises privées de la viande et les grands propriétaires fonciers, ainsi que les pools de culture qui se sont diversifiés, certains dans des filiales de production de viande, et par les fonds d'investissement foncier qui ont mis en place ce type de production sur leur terre. La valeur issue de la production de soja, elle est concentrée en peu de mains puisque la filière est maîtrisée par un faible nombre de négociants qui sont à la fois vendeurs d'intrants, de grains et qui ont investi dans la production au moment où les prix du soja étaient forts et qui sinon se sont placés comme fournisseurs de crédits de campagne pour les producteurs. Seuls 2 postes ont été créés par millions d'IDE investis sur la période 2005-2012. Depuis le début des années 2010, 2 millions d'hectares ont été achetés au Paraguay par des Uruguayens. Et c'est un phénomène qui gagne aujourd'hui la Bolivie. En fait, on a clairement ce qu'on appelle un effet crowding out, c'est-à-dire une chasse des capitaux, de l'investissement de capitaux des possesseurs de capitaux nationaux vers l'extérieur par les capitaux qui sont arrivés dans le pays, par les IDE. En fait. Il y a aussi eu un pic d'épargne provenant d'Uruguay vers l'Europe en 2012. Il n'y a pas de proposition alternative forte de système de production qui soit plus durable, plus résilient, moins dépendant à la production de soja. Pas de réinvestissement sur le sol national pour la transformation des produits, incité au réinvestissement de la valeur ajoutée produite sur le territoire national, à une redistribution des ressources, en prenant en compte la durabilité environnementale et en visant une plus grande justice sociale dans l'accès à ces ressources.